J'ai assisté, sans intervenir, à une tentative de ma femme d'en finir avec la vie de notre fils. J'étais soulagé qu'elle le fasse. Mon fils était très perturbé. Si vous avez vu le film, il faut parler de Kevin, cela vous aidera vraiment à comprendre de quoi je parle. La seule différence est que, dans le film, le garçon semble normal avec son père et ne révèle sa vraie nature qu'à sa mère. Mon fils, lui, ne portait pas ce masque. Son comportement insensé était le même envers tout le monde. Depuis le jour de sa naissance, mon fils ne semblait pas bien. Il était désiré et aimé. Nous lui avons prodigué de l'affection et avons vraiment essayé de lui offrir une enfance heureuse. Mais depuis le jour où nous l'avons ramené de l'hôpital, il était malheureux. Il a pleuré pendant 13 mois d'affilée. Je n'exagère pas, pendant 13 mois sans interruption, il a pleuré jusqu'à ce qu'il n'ait plus de voix. Il a continué à pleurer. On pouvait voir son petit visage crispé et aucun son ne sortait, il était complètement aphone. Il y avait des moments où il pleurait littéralement dans son sommeil. Je n'ai jamais vu ni entendu parler d'un autre enfant capable de faire ça. Nous l'avons emmené chez différents médecins, consulté des spécialistes. Nous avons tenté de modifier son régime alimentaire, l'avons porté dans nos bras, bercé, essayé de le distraire avec des jouets. Nous avons testé l'enveloppement, la musique, les mobiles, tout ce que nous pouvions imaginer. Malheureusement, rien n'a fonctionné. Nous avons dû endurer 13 mois d'enfer, de grincements, de déchirements, et sans sommeil. Une fois qu'il est passé par la phase de pleurs, nous pensions enfin être sortis d'affaire. Cependant, il est rapidement devenu évident que pour une raison inconnue, il était de toute évidence en colère d'être en vie. Je n'ai jamais vu ce petit garçon afficher un sourire sincère et joyeux pendant toute la durée où je l'ai connu. Je l'ai vu arborer un sourire vicieux et horrible de nombreuses fois. Il prenait un plaisir pervers à causer de la douleur ou de la souffrance, ou à enfreindre une règle. Un sourire provenant d'un véritable plaisir pour quelque chose de gentil? Non, jamais. Pas une seule fois. Il ne s'intéressait à rien de positif. Il était nourri par la haine, et tout ce qu'il faisait était orienté dans ce sens. Dès qu'il a su marcher, sa mission dans la vie a été de détruire des choses. Il cassait ou essayait de détruire tout ce qui était à sa portée, le démolissant, le mâchouillant, le jetant dans les toilettes, tout ce qu'il pouvait. Après un certain temps, il a compris comment enlever sa couche et a pris beaucoup de plaisir à déféquer et uriner partout où il le pouvait. Après un certain temps, il a découvert qu'il pouvait dissimuler ses déjections en les broyant dans les tapis, rendant ainsi le nettoyage encore plus problématique et faisant puer la maison. Quand il a grandi, entre 9 et 15 ans, il urinait et déféquait dans notre lit, jusqu'à ce que nous mettions une serrure sur notre porte et qu'il ne puisse plus y entrer. Ensuite, il se contentait de faire ses besoins dans le couloir devant notre chambre. Il n'a jamais cessé de le faire. En vieillissant, il devenait de plus en plus ingérable. Nous avons dû installer une porte et une serrure à la cuisine parce qu'il volait des couteaux pour griffer les murs et les meubles, ou pour courir après les gens avec. Quand il avait 10 ans, il m'a sérieusement poignardé à la hanche. Je porte toujours ces cicatrices. En grandissant, il est devenu de plus en plus sombre. Il a commencé à mettre le feu à divers objets et à torturer les animaux du voisinage. Il y avait un chien errant qui se promenait souvent dans le parc près de notre maison. Mon fils lui a crevé un œil avec une fourchette. Il trempait les queues des chats dans de l'essence et les allumait. Bien sûr, on avait placé le gamin en thérapie. Il consultait un psychiatre 2 fois par semaine, et Dieu seul sait combien de médicaments différents lui ont été prescrits au fil des années. Rien n'a fonctionné. La thérapie n'a pas réussi. Les médicaments n'ont pas fait effet. Rien n'a fonctionné. Il était comme un nuage toxique de haine et de fureur, déchaînant sa colère sur tout ce qui était à sa portée. Lorsque mon fils a eu 16 ans, ma femme est tombée enceinte de nouveau. Je ne peux pas vous dire à quel point notre réaction a été différente cette fois-ci. Au lieu de la joie, c'est l'horreur que nous avons ressentie. Finalement, nous avons décidé que ma femme garderait le bébé, et si ce dernier se révélait être maléfique, nous le ferions adopter. Nous savions simplement que nous ne pouvions pas recommencer avec un autre enfant, comme notre fils. Nous avons eu une fille. Elle était normale. Soudain, nous avons vu ce à quoi notre vie aurait dû ressembler tout ce temps, comment les choses se seraient déroulées si notre fils n'était pas lui-même. Elle était heureuse. Elle était normale. Je ne peux pas décrire le soulagement et le bonheur que nous avons tous deux ressentis, les mots me manquent. Quand nous avons ramené notre fille à la maison, il a commencé à faire encore plus de bêtises. Je ne pensais pas que c'était possible, mais elle est allée encore plus loin. À cette époque, il avait 17 ans,
et nous avions des disputes quotidiennes où nous nous crions dessus. Après la naissance de notre fille, ma relation avec mon fils était presque totalement disparue. Nos seules véritables interactions consistaient à nous crier l'un sur l'autre. Ma femme était encore pire avec lui, elle n'avait plus rien à lui donner. Il a commencé à passer de plus en plus de temps hors de la maison, ce qui était une bénédiction pour nous. Je n'ai aucune idée de ce qu'il faisait lorsqu'il sortait, mais nous étions simplement heureux que cela ne nous affectait pas. En conséquence du comportement de notre fils, nous avions beaucoup investi dans des serrures pour notre maison. Toutes les portes intérieures bon marché et fines de notre demeure avaient été remplacées par des portes en bois épais et denses. Elles ne pouvaient pas être enfoncées et étaient équipées de serrures à clés dont ma femme et moi disposions des clés. Je n'enfermais pas mon fils dans les pièces comme un prisonnier. Il avait libre accès à la maison et pouvait aller et venir à sa guise. Par contre, ma femme et moi, nous nous enfermions dans les pièces pour nous protéger de lui. Il nous avait transformés en prisonniers dans notre propre maison. Le jour en question, j'avais eu une dispute avec mon fils le matin. Il avait quitté la maison en furie. Ma femme et moi savourions un peu de calme et de tranquillité dans la cuisine, pendant que notre fille faisait la sieste dans notre chambre. Soudain, ma fille a commencé à pleurer. Tout parent ayant de jeunes enfants peut vous le dire, on s'habitue aux pleurs de son enfant. Avec le temps, on finit par comprendre ce dont ils ont besoin. Nous discernons des pleurs différents s'ils vont faim ou s'ils ont besoin d'être changés. Ils pleurent aussi d'une manière spécifique s'ils sont simplement agités et veulent être tenus dans les bras. Mais ce pleur n'était rien de tout cela. C'était un pleur de terreur. Dès l'instant où nous l'avons entendu, ma femme et moi avons bondi de nos chaises et avons couru vers la pièce. La porte était naturellement verrouillée, et il m'a fallu quelques secondes pour trouver la bonne clé et la déverrouiller. Mon fils était dans la pièce. Nous habitions dans une maison de plein pied, et il avait grimpé par la fenêtre pour y parvenir. Il se tenait au-dessus de son berceau, un couteau à steak à la main. Je n'ai aucune idée d'où il aurait pu l'obtenir, ce n'était pas l'un des nôtres. Nous gardions un contrôle très attentif sur nos couteaux et les conservions toujours dans des tiroirs verrouillés. Je suppose qu'il a peut-être volé celui-ci dans une des maisons de nos voisins. Il avait déjà entaillé sa peau à 2 reprises, une fois au niveau du ventre et une autre sur son bras. Je pouvais voir le sang couler. Quand je suis entré dans la pièce, il faisait glisser le dos du couteau sur son visage. Il ne coupait pas, c'était presque comme s'il la chatouillait avec, la narguant pendant qu'elle hurlait. Il a levé les yeux vers nous et a souri. Avant même de réaliser ce que je faisais, je me suis déjà mis à bouger, courant pour m'interposer entre eux. Sans réfléchir, j'ai simplement agi instinctivement. Malgré cela, ma femme s'y est rendue plus rapidement. C'était comme dans un film en accéléré. Elle a rejoint notre fils et a frappé sa main, faisant ainsi voler le couteau à travers la pièce. Puis elle l'a poussé avec tout son poids, si fort qu'il a été projeté loin du berceau et a rebondi sur le mur. J'ai pris ma fille dans mes bras tandis que ma femme nous hurlait dessus. Le plus éprouvant fut l'expression sur le visage de notre fils tandis qu'il restait là, immobile. Il n'y avait aucune expression sur son visage, il était vide, éteint, rien ne se lisait dans ses yeux, aucune émotion. Il m'était devenu un étranger. J'ai observé ma femme faire un pas vers lui. J'aurais pu tendre la main et la retenir, mais je ne l'ai pas fait. Elle a fait un autre pas en avant, tout près de lui. J'aurais encore pu l'arrêter. Mais je ne l'ai pas fait. Elle a attendu, le regardant peut-être 3 à 5 secondes sans bouger. Et puis elle a frappé au visage. Jusqu'à présent, vous auriez pu imaginer ma femme comme une femme typique, de petite stature, délicate et fragile. Ce n'est cependant pas le cas. Oui, ma femme est de petite taille, mais délicate et fragile elle n'est pas, elle ne l'a jamais été depuis que je la connais. Depuis son adolescence, elle a pratiqué la boxe. À cette époque, les arts martiaux mixtes, MMA, n'existaient pas, mais le karaté et la boxe étaient très en vogue, et ma femme était une amatrice très douée. Ni elle ni moi n'avions jamais levé la main sur notre fils en colère auparavant. Cependant, quelque chose s'est brisé en elle ce jour-là, et toutes les années de colère, de douleur, de tristesse et de frustration ont simplement commencé à déborder. Lorsqu'elle l'a frappé, sa tête a violemment reculé et du sang a commencé à couler de son nez. Il a à peine réagi, se contentant de la regarder avec une expression choquée, comme s'il ne savait pas comment assimiler ce qui venait de se passer. Elle a attendu une seconde supplémentaire. Puis, elle l'a frappé de nouveau. J'aurais pu intervenir et l'arrêter. J'aurais pu la tirer hors de la pièce, l'emmener au loin et la calmer. Je ne l'ai pas fait. Je suis resté là, à observer, alors qu'elle commençait systématiquement à le réduire en bouillie. Chaque fois qu'il levait ses mains pour se protéger d'un coup,
elle le frappait ailleurs. Corps, tête, encore et encore. Il a commencé à hurler, à crier, à la supplier d'arrêter. C'était la réaction la plus authentique qu'il ait jamais eue envers quoi que ce soit dans toute sa vie. Cependant, elle ne s'arrêtait pas. Je l'ai regardé s'échauffer, frapper plus fort, plus rapidement, le manipulant comme un sac de frappe. Il a tenté de lui donner un coup et elle l'a esquivé avec aisance. Elle était en mode automatique, se plongeant dans son entraînement. Je suis resté là, à observer pendant 1 minute. Puis, je leur ai tourné le dos et j'ai emmené ma fille hors de la pièce. Je l'ai amenée dans la cuisine et lui ai donné un bain dans l'évier. J'ai découvert qu'elle avait été blessée une 3e fois sous le pied. Toutes les coupures étaient superficielles. Je l'ai nettoyée et l'ai serrée contre moi jusqu'à ce qu'elle se calme. J'ai appliqué des pansements sur ces coupures. Dans notre chambre, j'entendais mon fils hurler, traitant ma femme d'horreur, lui disant qu'il lui couperait la tête et abuserait de son corps sans vie. Après un moment, je ne l'ai plus entendu dire quoi que ce soit, je ne l'entendais même plus crier. J'ai supposé qu'il avait dû être assommé. Cependant, je pouvais encore l'entendre le frapper. Cela a duré longtemps. Assez longtemps pour que ma fille s'endorme dans mes bras. Finalement, elle est sortie et s'est assise en face de moi. Ses mains étaient gonflées et rouges. Son visage et ses bras étaient éclaboussés de sang. Sa poitrine se soulevait fortement. Nous nous sommes simplement regardés sans rien dire. Après un moment, je lui ai demandé, « Est-il mort ?» Elle m'a regardé et a répondu, « Je l'espère. » J'ai acquiescé. Je comprenais parfaitement ce qu'elle ressentait. Je ressentais la même chose. Je ne savais pas quoi faire, j'étais donc resté là, assis en silence. Finalement, ma femme a commencé à pleurer et elle est allée prendre une douche. Je suis resté à la même place, tenant notre fille dans mes bras. Après un long moment, j'ai entendu des gémissements et des sanglots venant de notre chambre. Il s'est avéré que notre fils n'était pas décédé. Je suis entré pour évaluer la gravité de la situation, et elle était en effet assez préoccupante. Je n'avais jamais été témoin d'un passage à tabac aussi impitoyable infligé à quelqu'un, ni avant ni depuis. L'homme était allongé sur le sol, roulant dans une mare de sang qui coulait de son visage, gisant dans une flaque de vomissement. Son nez était écrasé à plat sur son visage, ses 2 yeux étaient complètement gonflés et commençaient déjà à noircir. J'ai pu observer que plusieurs de ses doigts étaient tordus à des angles étranges et il avait uriné dans son pantalon. Je pense qu'il manquait des dents, mais je n'ai trouvé aucune sur le sol et je ne pouvais pas voir à l'intérieur de sa bouche, ses lèvres étaient toutes gonflées et enflées. Je suis resté là et j'ai laissé ma femme mettre presque fin à la vie de mon fils. J'étais content qu'elle l'ait fait. Lorsque ma femme est sortie de la douche, je ne savais toujours pas quoi faire de notre fils. Je ne savais pas si je devais appeler la police ou une ambulance. Honnêtement, je n'avais aucune idée de quoi faire. Après un moment, j'ai réalisé que je me moquais simplement de ce qui lui arrivait désormais et nous avons décidé de le laisser vivre ou mourir par lui-même. Il y avait une suite pour belle famille dans le sous-sol que nous n'avions jamais vraiment utilisée. Ma femme, ma fille et moi avons simplement emménagé là-bas. Nous avons cédé l'étage supérieur de la maison à mon fils et tout verrouillé, séparant totalement nos vies. Il y avait beaucoup de nourriture dans les placards à l'étage, suffisamment pour un couple de semaines ou plus. Il y avait une salle de bain et des chambres à utiliser. Nous avions une salle de bain au sous-sol, une petite cuisine et une entrée séparée. Nous avons donc simplement cessé de monter à l'étage. Nous avons tout simplement décidé que nous en avions fini avec lui. Je pensais que nous le laisserions manquer de nourriture et que nous verrions ce qui se passerait. Au cours de la semaine suivante, nous pouvions parfois l'entendre bouger à l'étage. Je pense qu'il passait la majorité du temps allongé dans son lit, en train de se rétablir. Je suis allé travailler, restant en état d'alerte maximale, au cas où il m'attaquerait dans l'allée, mais cela n'est jamais arrivé. Ma femme est restée à la maison avec notre fille. Elle n'était jamais sortie de notre vue. Une nuit, nous l'avons entendu devenir hystérique, briser des choses et frapper. Nous n'avons pas réagi. Il n'a jamais tenté de descendre ou de s'approcher de nous. Je pense qu'il craignait que s'il s'approchait de nous, ma femme puisse continuer à le maltraiter. Après 3 semaines passées dans le sous-sol, nous n'avions rien entendu venant d'en haut depuis quelques jours. J'ai donc décidé d'aller à l'étage principal de la maison. La place était dévastée, et il n'y avait aucun signe de mon fils. Il avait disparu. Il a fallu des mois pour réparer les dégâts qu'il avait causés et pour remettre l'étage principal en état. Il y avait de gros trous dans les murs en plâtre, du verre brisé sur le sol. De la nourriture et des excréments étaient éparpillés sur les murs. Il avait ravagé l'endroit.
Il avait déchiré le lino dans un coin de la cuisine et avait vidé un extincteur à mousse entier dans le salon. Je suis reconnaissant qu'il n'ait pas incendié la maison avec nous à l'intérieur. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas fait. Le gamin n'était pas timide lorsqu'il s'agissait de provoquer des incendies. Après cela, je vivais dans la peur tous les jours. Je craignais qu'il revienne, qu'il nous surprenne à l'improviste et tente de nous éliminer. Nous avons déménagé environ 3 ans plus tard et j'ai finalement cessé d'avoir peur qu'il ne réapparaisse, puisqu'il ne savait plus où nous nous trouvions. Je me sentais enfin en sécurité loin de lui. Tout cela s'est passé il y a longtemps. Mon fils est né au printemps 1977, ma fille en 1988. Je suis un vieil homme maintenant, j'aurai 70 ans cette année et ma femme est décédée d'un cancer en 2016. Ma fille a maintenant 31 ans. J'ai emménagé avec elle et son mari après le décès de ma femme. J'ai 2 petites filles et elles sont la joie de ma vie. Je vois un thérapeute plusieurs fois par mois pour parler de tout cela. Je ne sais pas où est mon fils. La dernière fois que je l'ai vu, il était allongé sur le sol de notre chambre, saignant et meurtri. Je n'ai pas eu de ses nouvelles depuis son départ, il y a plus de 30 ans maintenant. Je ne le souhaite pas. Je ressens beaucoup de culpabilité pour cette période et j'éprouve beaucoup d'émotions contradictoires. Je ne l'ai pas battu moi-même, mais j'ai permis qu'il soit battu, et je pensais qu'il le méritait. J'étais content que cela se produise. Je n'ai pas essayé de le tuer, mais j'aurais été content s'il était mort. Je dirais que j'espère qu'il a pu surmonter ses démons et mener une vie normale quelque part. S'il n'était pas capable de le faire, s'il restait tel qu'il était, alors j'espère sincèrement que quelqu'un là-bas l'a éliminé. Quand je le connaissais, c'était un chien enragé, et quelle que soit la façon dont cela s'est passé, j'espère simplement qu'il n'est plus là pour blesser quelqu'un d'autre. Si vous avez aimé ce témoignage, n'hésitez pas à liker la vidéo, commenter et partager. Abonnez-vous également à la chaîne et activez la cloche pour être notifié de la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.